Lorsqu'un proche disparaît, la première chose à faire est de contacter la police afin qu'elle puisse tenter d'établir les derniers déplacements connus de la personne disparue. Cela permet souvent de résoudre l'affaire. Mais certaines disparitions semblent n'avoir aucune explication. Et elles deviennent des affaires non résolues qui continuent de dérouter les enquêteurs pendant des décennies. Il n'a ni chaussures, ni téléphone, ni carte de crédit, et il est considéré comme un adulte vulnérable. Voici la déclaration écrite par une mère inquiète dont le fils, August Beckwith, a mystérieusement disparu pour la 2e fois cette année. Le jeune homme, de 29 ans, qui est autiste, a été séparé de sa famille à la mi-novembre, après avoir été vu pour la dernière fois dans le quartier de Sugar House, à Salt Lake City, dans l'Utah. Auguste a été décrit comme non-verbal, et il se pourrait qu'il ait traversé une crise de santé mentale. Heureusement, après quelques semaines, il a été retrouvé sain et sauf à Taylorsville. Cela est arrivé après qu'il ait été aperçu le 10 décembre à l'Apollo Burger. Une vérification de son état de santé a permis de révéler l'identité de l'homme et il a été emmené à l'hôpital où il a retrouvé sa mère. Presque un mois après sa première disparition, Auguste a de nouveau disparu. C'était le 15 décembre, 5 jours après avoir été retrouvé. Le jour où il a quitté l'hôpital où il avait été soigné, le mystère de sa disparition est revenu hanter la famille une fois de plus. Au moment où ils ont franchi la porte, Laurie a vu son fils, qu'elle venait tout juste de retrouver, s'élancer dans la rue, courant près de State Street et de la 2e avenue. Il n'avait pas de chaussures. Il n'avait ni argent, ni téléphone, ni carte de crédit sur lui, et maintenant il avait de nouveau disparu. Laurie a déclaré qu'il pourrait être n'importe où à présent. La dernière fois qu'il avait disparu, il avait utilisé les transports en commun et il le referait sans aucun doute. Elle explique qu'il pourrait être n'importe où dans la vallée. Elle ajoute que sa disparition n'est pas due à de la négligence ou à une faute de qui que ce soit, mais plutôt à la difficulté que rencontrent les personnes ayant un traumatisme et de l'autisme lors des transitions. Elle a expliqué que ces expériences peuvent souvent être les moments les plus dangereux. Cela fait presque une semaine qu'Auguste a disparu. Bien que ce soit une courte période comparée à sa précédente escapade, cela a beaucoup inquiété sa famille, surtout sa mère, qui veut simplement que son fils soit en sécurité. Laurie a continué à lancer des appels sur les réseaux sociaux et dans les médias, alors qu'elle supplie la communauté de Salt Lake City de rester vigilante. Elle cherche maintenant des automobilistes circulant tôt le matin et des bénévoles pour fouiller la zone. Auguste a été vu pour la dernière fois portant un sweat à capuche léger, mais il se peut qu'il ait trouvé d'autres vêtements, comme il l'avait fait la première fois où il avait disparu. Toute information concernant des signalements ou des renseignements sur cette personne disparue peut être transmise au service de police de Salt Lake City au 801 799 3000. Selon les amis et la famille de Michael Strachan, âgé de 38 ans, il avait du mal à surmonter son chagrin peu de temps avant sa disparition en juin 1992. Il était connu pour avoir une relation très proche avec ses parents, mais quelques mois plus tôt, sa mère était décédée. Cela l'a profondément affecté, ce qui est compréhensible. Et il a été suggéré que cela pourrait avoir joué un rôle dans sa disparition. Michael vivait avec ses parents à Newcastle-upon-Tyne, où il travaillait comme cariste. Mais en 1990, il a été licencié. Cela l'a mis dans une situation financière délicate et il a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour joindre les deux bouts. Parfois, il travaillait la nuit comme videur dans des bars et des boîtes de nuit, et d'autres fois, il était mécanicien. Ses amis ont dit à la police qu'il était très sociable et sympathique, et qu'on le trouvait souvent dans l'un des pubs du quartier, puisqu'il n'avait pas d'emploi à temps plein. Il était très connu dans le quartier, mais à cause de son caractère facile à vivre, on pouvait souvent profiter de lui. Dans les semaines précédant sa disparition, les choses semblaient s'améliorer pour Michael. Il a dit à l'un de ses amis qu'il avait une affaire en cours qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Il a ajouté qu'il était sur le point d'acheter une Mercedes-Benz, mais ses amis ne l'ont pas pris très au sérieux, car il était connu pour exagérer parfois. Des témoins déclareraient qu'ils ont vu Michael pour la dernière fois au pub Percy Arms le 19 juin de cette année-là. Peu de temps avant de partir, il a parlé au propriétaire du pub, Peter Owens, vers 20h40. Il a rapporté que Michael lui avait dit qu'il attendait qu'on vienne le chercher et a ajouté que lui et la personne qui conduisait la voiture allaient se rendre à Durham pour récupérer un chapiteau. L'un de ses amis, qui était malade à l'époque, a rapporté que Michael lui avait rendu visite et qu'il avait des milliers de livres en liquide sur lui. Il a dit qu'il était en route pour retrouver un homme nommé Don, mais n'a pas donné plus de détails. Après qu'il ne soit pas rentré chez lui, il a été signalé comme disparu et sa voiture a été retrouvée à une centaine de mètres du pub où il avait été vu pour la dernière fois. Son chapeau a été retrouvé à l'intérieur, mais le véhicule n'a fourni aucun indice supplémentaire. Quelqu'un a dit à la police que Michael avait été agressé environ 2 semaines avant sa disparition. Mais la nature de l'attaque et le nom de l'agresseur restent inconnus. En 2013, 2 hommes de Tynedale, à Newcastle,
ont été arrêtés car ils étaient soupçonnés d'être responsables. Mais ils ont finalement été libérés sous caution. Il est décrit comme mesurant 1,90 m et pesant 146 kg. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations disponibles sur sa disparition, mais on pense qu'il avait une barbe et une moustache fournies lorsqu'il a disparu. Toute personne pouvant aider la police dans l'affaire de Michael doit contacter la police de Northumbrie en composant le numéro d'urgence 101. Il était 18 h, le 21 novembre, lorsqu'un jeune homme a été filmé par une caméra de surveillance montant dans un véhicule avec un autre jeune homme. À 22 h, le premier individu a été aperçu à Jackson Township, dans le New Jersey. Puis il a disparu. Cet homme était Mortimer Wartman, âgé de 22 ans, étudiant en dernière année à l'université Rutgers, où il étudiait l'agriculture. Il se trouvait dans la région pour rendre visite à sa mère lorsqu'il a mystérieusement disparu ce jour fatidique. Mortimer était monté dans la voiture de sa connaissance, Adam Zaluck. Ils se sont rendus sur le parking de l'établissement scolaire régional et sont partis ensemble vers Collier's Mill, une réserve naturelle boisée située à proximité. Adam signalera plus tard la disparition de sa connaissance, déposant le rapport le 22 novembre à midi. Cela est arrivé après qu'il s'est rendu compte que sa connaissance n'était pas rentrée chez sa mère et n'avait contacté personne. Adam allait bientôt révéler les circonstances inquiétantes entourant cette étrange disparition. Il a expliqué qu'après être entré dans la réserve, les deux hommes se sont violemment disputés à propos de quelque chose d'inconnu. Dans un accès de rage, Mortimer se serait enfui dans les bois situés sur High Bridge Road, disparaissant parmi les arbres. La voiture du jeune homme a été laissée sur le parking de l'établissement scolaire régional, non loin de la maison de sa mère. Après avoir été signalé disparu, la police a classé la disparition de Mortimer comme inquiétante. Les forces de l'ordre ont utilisé divers moyens dans leurs efforts pour retrouver l'homme disparu. Des drones ont survolé le terrain, tandis que des unités cynophiles ont fouillé les environs. Aucune de ces tentatives ne s'est toutefois révélée utile. Aucun indice ni trace de Mortimer n'a été retrouvé dans la zone boisée et les chiens n'ont pas non plus réussi à détecter une odeur. L'affaire a récemment été confiée au bureau du procureur du comté d'Ocean, qui a poursuivi l'enquête. Depuis, ils ont découvert des détails troublants sur la relation entre Adam et Mortimer. Bien qu'ils se connaissaient, il s'est avéré qu'Adam avait déjà été accusé d'avoir menacé Mortimer avec une lame aiguisée. Il aurait également percuté la voiture de la personne disparue et l'aurait vandalisée. Adam devait comparaître pour ces accusations devant le tribunal le 8 décembre. Mais sans explication, la date a été reportée. Peut-être en lien avec la disparition de la victime. Malgré leur passé, la police a suggéré qu'il ne semblait pas que Mortimer ait été forcé d'interagir avec Adam de quelque manière que ce soit. Il n'a pas été forcé à monter dans le véhicule, ni menacé. La famille souhaite cependant que la police interroge à nouveau Adam Zaluck, qui fait face à des accusations de méfaits criminels au 4e degré et d'infractions liées aux armes au 4e degré. Selon le frère de Mortimer, Zach, Adam aurait prétendument harcelé Mortimer dans les mois précédant la disparition. Selon Zach, Adam rôdait autour de la maison familiale. Cela rend l'idée qu'ils étaient de simples connaissances erronée. Les circonstances de cette disparition rendent Adam certainement suspect. Mais il n'a pas été désigné comme personne d'intérêt ou suspect. Il n'y a aucune preuve suggérant qu'il était derrière cet événement ou qu'il y était impliqué de quelque manière que ce soit. Toute information concernant la localisation de cet individu ou d'éventuelles observations à son sujet peut être transmise à la police de Jackson Township au 7329 28 1111. Beaucoup de gens pensent qu'un acte criminel est à l'origine de la disparition de Jamie Jo Tate, une femme de 33 ans, originaire d'Indianapolis, dans l'Indiana, qui n'a plus été vue ni entendue depuis juillet 2020. L'affaire a commencé le 31 de ce mois-là, lorsque Jamie s'est rendu chez son ex-petit ami, Robert Sorrell Jr., dans le secteur du 500 de South Warman Avenue. Le couple était ensemble depuis un certain temps, mais Jamie a décidé de mettre fin à la relation lorsque Sorrell s'est devenu violent envers elle. Après qu'elle ait rompu avec lui, Sorrell semblait incapable d'accepter que la relation soit terminée. Et il a commencé à traquer et harceler Jamie sans relâche. On n'a pas déterminé exactement ce qui s'est passé, mais des témoins ont déclaré à la police avoir entendu du grabuge dehors vers 5 h du matin le lendemain. Lorsqu'ils sont allés voir, ils ont vu Jamie et Sorrell en train d'avoir une vive dispute devant la maison de ce dernier. La dispute n'a fait qu'empirer à partir de là. Et finalement, Sorrell a attrapé Jamie et l'a traîné à l'intérieur de sa maison. Il n'est pas surprenant qu'il soit devenu le principal suspect dans l'affaire de Jamie, puisque c'était la dernière fois qu'elle a été vue. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle comme prévu, sa famille a commencé à s'inquiéter et l'a signalée comme disparue auprès du service de police métropolitain d'Indianapolis le 5 août.
Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'elle avait été vue, ce qui a mis les enquêteurs en difficulté. Ses amis et sa famille ont tous été interrogés, mais personne n'avait la moindre idée de l'endroit où Jamie pouvait se trouver. Plusieurs personnes ont été identifiées comme présentant un intérêt pour l'enquête, mais sans aucun indice, l'enquête semblait piétiner. Des mandats de perquisition ont été délivrés et exécutés en vain, et finalement la police s'est tournée vers le public, demandant à toute personne ayant des informations supplémentaires de se manifester. Mais ils ont révélé qu'ils avaient reçu quelques informations qui les ont amenés à penser qu'il était arrivé quelque chose de fâcheux à Jamie. Le voisin de Sorel s'est alors manifesté pour rapporter ce qu'il avait vu cette nuit-là, et plusieurs autres voisins ont été interrogés au cas où ils auraient des informations supplémentaires sur la dispute animée, mais personne n'a pu fournir d'autres indices. Il s'est également avéré que, alors qu'elle marchait sur West Washington Street vers 15h30 l'après-midi du 31 juillet, quelqu'un dans une voiture bleue a essayé de la renverser, mais elle a réussi à s'écarter juste à temps. Il n'a jamais été confirmé si cela avait un lien avec sa disparition. Mais comme un acte criminel est fortement suspecté dans son cas, cette possibilité n'a pas été écartée. Dans les mois qui ont suivi, quelques-uns de ses amis ont fait des commentaires en ligne qui ont suscité davantage d'inquiétude chez les enquêteurs. Ils ont déclaré que Jamie aurait pu être témoin d'un crime impliquant un homme nommé Blake Burnell, qui a été retrouvé décédé. Ils ont supposé que, puisqu'elle avait été témoin du crime, elle était peut-être devenue une cible pour les personnes qui ont mis fin à la vie de Burnell, et qu'elles étaient responsables de sa disparition. Il a été supposé qu'elle travaillait avec la police dans cette affaire et qu'elle a été réduite au silence par les auteurs du crime. Tout cela reste des spéculations, et le sort de Jamie demeure un mystère non résolu. Elle est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux bleus, mesurant 1,68 m et pesant 64 kg. Toute personne pouvant fournir des indices supplémentaires sur cette affaire est priée de contacter le service de police métropolitaine d'Indianapolis au 317-327-6160. Le numéro de dossier de Jamie est MP73687. Qu'est-il arrivé à Thomas Waite? C'est précisément la question sans réponse qui domine l'Oregon depuis le 14 octobre. C'était vers 10h ce jour-là que l'homme de 78 ans a quitté son domicile près de Valley Crestway et Circle Crest Drive à Forest Grove. Il partait faire une promenade, comme il le faisait si souvent. Sauf que cette fois, il ne rentrerait plus chez lui. Alors que la plupart pensaient qu'il s'agissait d'une courte promenade pour un homme de son âge, Thomas était allé jusqu'à Gales Creek Road, où il a été vu pour la dernière fois vers 15h30 cet après-midi-là. Les heures passaient sans la moindre trace de lui. Lorsqu'il n'était toujours pas rentré après 17h, ce jour-là, l'inquiétude a envahi sa famille, et ils se sont rendus au commissariat de police de Forest Grove pour signaler la disparition de Thomas. Le signalement a été fait à 17h37 ce jour-là, et les agents se sont immédiatement mis au travail, conscients que cette affaire était manifestement urgente. Contrairement à la plupart des affaires de disparition, cependant, les policiers ont en fait réussi à entrer en contact avec l'homme disparu, par téléphone portable. La conversation, cependant, a été brève, Thomas n'ayant pu que révéler qu'il était tombé dans un trou et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. La triangulation du téléphone s'est avérée très difficile et finalement infructueuse pour déterminer un emplacement potentiel. Sachant qu'un homme était coincé dans un trou profond, sans nourriture ni eau, les autorités ont rassemblé autant de personnes que possible pour commencer la recherche épuisante. 800 personnes se sont réunies dans la zone où Thomas a été vu pour la dernière fois. Par groupe, elles se sont dispersées, couvrant un vaste périmètre lors de la recherche qui allait durer 6 jours. Mais, de façon frustrante, aucun autre indice ne serait découvert pour orienter les enquêteurs dans la bonne direction. Finalement, les recherches ont été interrompues et la police a contacté tous les habitants de Gales Creek Road, leur demandant de vérifier leur propriété. Wilson River Highway serait également cité aux côtés de Mystic Drive et Shearer Road. Avec cet appel, le périmètre de recherche a été élargi encore davantage. Mais toujours rien. Les informations concernant cette personne disparue peuvent être transmises au service de police de Forest Grove au 503-629-0111. Robert Terence McLaughlin, un rappeur également connu sous le pseudonyme de Royal Francis, fait l'objet d'une enquête sur sa disparition qui a débuté en septembre 2017 et qui n'a toujours pas été résolue. À l'époque, il était devenu un rappeur bien connu à Jacksonville, en Floride. Et il était souvent salué pour ses paroles accrocheuses et ses concerts énergiques. Bien que sa vie semblait être sur la bonne voie, y arriver n'a pas été facile. Comme en témoigne un incident survenu en 2014. Cette année-là, Robert a été impliqué dans un accident de voiture qui a irrévocablement changé sa vie. Il a subi un traumatisme crânien, mais grâce à des soins médicaux appropriés et au soutien de ses proches, il a finalement pu reprendre sa carrière musicale.
Il a souffert de perte de mémoire, mais il s'est remarquablement rétabli. Cependant, le 24 septembre 2017, les choses allaient empirer. Sa mère a déclaré qu'il lui avait rendu visite ce jour-là et qu'ils avaient regardé le match des Jacksonville Jaguars chez elle. Il est ensuite parti, plus tard dans la soirée, disant qu'il allait retrouver quelques amis pour jouer au basket. Avant d'y aller, cependant, on sait qu'il est d'abord retourné à son appartement, qui se trouvait dans le complexe Capper Landing, puisque plusieurs témoins l'ont vu là-bas vers 22 heures. C'était la dernière fois que quelqu'un avait eu le moindre contact avec Robert. Lorsqu'il n'a pas pu être localisé le lendemain, sa famille a contacté la police et une enquête a été ouverte. Entre-temps, ses amis et sa famille ont commencé à fouiller les endroits où Robert avait l'habitude de passer du temps. Mais personne ne l'avait vu. Au cours des semaines qui ont suivi, sa mère Angela est devenue de plus en plus frustrée par l'avancement de l'enquête. Elle a déclaré aux médias qu'elle ne recevait jamais de nouvelles des enquêteurs et qu'elle n'avait généralement aucune idée de ce qui était fait pour retrouver son fils. Lorsque la police s'est rendue à l'appartement de Robert, ils ont trouvé sa voiture garée à sa place habituelle. Et à l'intérieur de l'appartement, ils ont découvert plusieurs de ses effets personnels, dont son portefeuille, sa carte d'identité et des vêtements. Cependant, son téléphone et les clés de son appartement n'ont pas pu être retrouvés. Et l'on suppose qu'il avait ces objets avec lui lorsqu'il a disparu. Ses amis et sa famille ont déclaré qu'ils ne pensaient pas qu'il avait disparu de son plein gré, puisqu'il avait des spectacles prévus en Géorgie. L'un des voisins de Robert s'est alors manifesté et a fourni des informations supplémentaires. Ils ont déclaré avoir vu une voiture, une Dodge Charger noire, arriver dans le complexe, puis avoir vu Robert y monter, mais ils n'ont pas pu bien voir le conducteur. Ce qui a suscité encore plus d'inquiétude, c'est le fait que Robert s'est d'abord disputé avec quelqu'un qui était assis dans la voiture, alors qu'il se trouvait encore sur les marches du complexe, mais il a fini par sembler se calmer avant de monter dans la voiture, ce qu'on lui avait demandé de faire. Entre-temps, la police a supposé que Robert s'était simplement installé dans une nouvelle région, et sa famille a été informée qu'il avait plus de 18 ans, donc il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais la police affirme que l'affaire reste ouverte et que toute nouvelle piste reçue sera suivie. Robert est décrit comme ayant les cheveux noirs et les yeux marrons, mesurant 1,78 m et pesant entre 68 et 95 kg. Il a été vu pour la dernière fois portant un short noir avec un t-shirt noir. Il a des tatouages sur les deux bras, une dent en or et une barbe et des dreadlocks au moment de sa disparition. Toute personne pouvant aider à faire avancer cette affaire doit contacter le département de police de Jacksonville au 904.63 02 627. Dawn Rose était assise, fixant un arrangement de photos de son fils étalé sur le sol. Malheureusement, la raison de leur présence n'était pas liée à une célébration à venir. C'étaient les images qu'elle utiliserait pour les avis de recherche pour son fils, et elle cherchait désespérément des réponses, suppliant qu'on lui fournisse toute information sur l'endroit où se trouvait son fils, vivant ou non. Ruben Carranza, tatoueur et fondateur PDG de Carnal Canvas Inc., était résident de Greensburg, en Pennsylvanie, lorsqu'il a disparu. Les circonstances entourant cette affaire sont étranges et floues, et l'on ne dispose que de peu de détails. Le mystère commence le 29 juillet, lorsque l'homme de 36 ans a été vu pour la dernière fois à Greensburg. Ses déplacements sont inconnus. Personne ne semble savoir quand il a quitté son domicile, où il est allé ou ce qu'il avait prévu pour cette journée. Mais à 7h49 ce matin-là, son téléphone portable a émis un signal dans la région de Mount Pleasant. Ce sera le dernier indice des déplacements de Ruben. Son téléphone n'a plus émis de signal après cela. Et aucune autre trace de lui n'a été retrouvée. L'homme disparu conduisait une Toyota Avalon blanche de 2002 au moment de sa disparition. Elle portait la plaque d'immatriculation HSG 7080 et a disparu en même temps que Ruben. Suite à un signalement de disparition, le service de police local a lancé une vaste recherche sur Mammoth Path, dans le parc d'État de Lynn Run et à Beam Rocks. Ce sont tous des endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter. Mais malgré l'enquête approfondie, aucun indice supplémentaire ne sera trouvé. Quelques jours plus tard, le 10 août, la Toyota que Ruben avait été vu conduire pour la dernière fois sera retrouvée. Elle avait été cachée dans une zone juste à côté de Ridge Road à Acme, intentionnellement dissimulée après avoir été amenée là depuis un autre endroit inconnu. Les enquêteurs pensent que la voiture n'a été placée là que le 5 août, le jour même où les autorités ont rendu publique l'information concernant la disparition de Ruben. Le département a suggéré qu'il ne croit pas que le choix du moment soit une coïncidence, mais plutôt qu'il a été minutieusement planifié, laissant entendre que quelque chose de sinistre pourrait se cacher dans l'ombre de la disparition inexplicable de Ruben. Selon la police de Greensburg, le véhicule avait été déplacé et ils ont pu recueillir des preuves d'ADN et d'empreintes digitales à l'intérieur. Ils n'ont divulgué aucune information concernant ces indices.
Les enquêteurs ont toutefois confirmé qu'ils examinaient quelques personnes et les disculpaient de toute implication. Les suspects potentiels n'ont jamais été nommés et aucune arrestation n'a été effectuée. Toute information concernant la localisation de cette personne disparue peut être transmise au service de police de la ville de Greensburg au 724 384 3800. Becky Gary, dont le nom complet était Rebecca, a déménagé à Baton Rouge, en Louisiane, avec sa fille en 1988. Cette année-là, sa fille a passé Noël chez les parents de Becky à Shreveport. Mais Becky a choisi de rester à la maison. En parlant de cela, après coup, sa fille a trouvé cela très étrange, puisque la visite n'avait pas été organisée et que c'était une décision de dernière minute. Sa fille de 12 ans l'a supplié de venir avec elle. Mais Becky est restée ferme et n'a rien voulu entendre. Elle a alors acheté un billet de bus aller simple pour sa fille, qui à ce moment-là était devenue très frustrée et en colère face à la situation. Elles se sont disputées violemment, et la dispute n'a pris fin que lorsque sa fille est montée dans le bus. Sa fille pense maintenant que Becky essayait de la faire partir de la région. Mais personne ne sait pourquoi. Quand Noël est passé sans aucune nouvelle de Becky, le reste de la famille a commencé à s'inquiéter qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le 27 décembre, ils ont été contactés par la sœur de Becky, qui lui avait parlé. Elle a déclaré qu'elle pensait quitter Baton Rouge parce que, selon ses propres mots, ça ne marchait pas, et qu'elle avait besoin que quelqu'un vienne la chercher. Malheureusement, Becky n'a jamais donné de détails sur les raisons pour lesquelles les choses ne marchaient pas. Mais le message a été transmis à sa meilleure amie, et on a supposé qu'il viendrait la chercher. Mais ce n'était pas le cas. La police a été contactée, mais de façon choquante, la famille s'est vue dire qu'elle était probablement quelque part en train de s'amuser. On leur a même déconseillé de déposer un signalement pour disparition, ce qui est extrêmement étrange. En janvier de l'année suivante, le gestionnaire de l'immeuble de Becky a informé sa famille que son loyer était en retard et qu'elle n'était pas chez elle. On lui a demandé d'entrer dans l'appartement, ce qu'il a fait à contre-cœur, et ce qu'il y a découvert l'a laissé perplexe. La machine à café était allumée et 2 tasses de café étaient posées sur le comptoir. La baignoire était pleine d'eau et les affaires de Becky avaient été emballées, mais elles étaient introuvables. Comme le loyer n'avait pas été payé, toutes ses affaires ont été jetées dans la rue. Alors un membre de sa famille s'est rendu à Baton Rouge pour les récupérer. La police a été appelée, mais une fois de plus, elle a montré peu d'intérêt puisqu'elle n'est jamais arrivée à l'appartement. Cela signifiait que des preuves potentiellement cruciales, comme des empreintes digitales, n'ont jamais été recueillies. Et il déclarerait plus tard qu'un dossier de disparition n'a été ouvert que le 20 janvier, malgré le fait que la famille ait tenté à plusieurs reprises de la signaler comme disparue dès le 27 décembre. Il serait révélé plus tard que Becky portait une enveloppe manée avec elle avant de disparaître. Et elle a dit à sa mère que si jamais il lui arrivait quelque chose, sa famille pourrait trouver l'enveloppe scotchée sous son lit. Après sa disparition, ils ont vérifié sous son lit et son matelas, mais l'enveloppe avait disparu. Et personne n'a la moindre idée de ce qu'elle contenait. Mais Becky n'est jamais revenue. Et sa fille a été élevée par ses grands-parents à partir de ce moment-là. Elle continue d'espérer qu'un jour, ils apprendront ce qui lui est arrivé. Et la police a déclaré que l'enquête est toujours en cours, mais elle est évidemment au point mort, puisqu'aucun nouvel indice n'a été trouvé. Becky avait les cheveux bruns et les yeux verts. Elle mesurait 1,55 m à l'époque et pesait 48 kg. Toute personne pouvant aider à résoudre son affaire doit contacter le service de police de Baton Rouge au 225 389 2000. Melissa Shirley Cassius est résidente de Rancho de Taos, au Nouveau-Mexique, et employée au laboratoire national de Los Alamos. Elle travaillait comme assistante administrative. Son mari, Mark, travaille également au laboratoire. Pendant son temps libre, Melissa aimait pratiquer le tir à l'arc, un sport pour lequel elle avait remporté de nombreux trophées. Elle était aussi une chasseuse passionnée. C'était en juin de cette année-là, et tout semblait se dérouler normalement pour la famille Cassius. Mais le 26, quelque chose de bizarre et d'effrayant allait s'abattre sur Taos. Ce matin-là, la famille a commencé sa routine habituelle, prenant son café du matin et se préparant pour aller travailler. Vers 6h15, ils sont arrivés au laboratoire national de Los Alamos, où Melissa s'est rendue compte qu'elle avait oublié son badge d'employé. En raison de la distance qu'elle devrait parcourir de Los Alamos à Taos et revenir, elle a décidé qu'elle préférait travailler à distance depuis chez elle. Avant de s'y rendre, cependant, elle ferait quelques arrêts. Selon la nièce de Melissa, elle s'est arrêtée au bureau de poste, puis a déposé sa fille Sierra dans un café de Taos. Lorsque Sierra est rentrée du travail plus tard dans la journée, elle a trouvé la maison vide. Cependant, la voiture de sa mère était garée dans l'allée, et son portefeuille, son téléphone et sa carte d'identité étaient à l'intérieur de la maison. Melissa est sans aucun doute rentrée chez elle ce jour-là, mais elle n'y est pas restée longtemps. Sierra informerait son père de l'absence, et vers 17h, il signalerait la disparition de sa femme.
Une enquête immédiate a commencé. Il n'a pas fallu longtemps avant que des images de vidéosurveillance de la femme désormais disparue ne soient découvertes. L'une des dernières fois où la femme de 53 ans a été vue, c'était dans la boutique John Donne, dans le centre-ville de Taos. On l'a vue sur les images de vidéosurveillance, s'éloigner du magasin, monter dans sa voiture et partir. La toute dernière fois que Melissa a été vue, c'était vers 14 heures, ce jour-là. Selon un témoin, on l'a aperçue marchant le long de la route 518 à Taos, en direction du sud. Après avoir visionné les images d'une caméra de sonnette Ring, la famille a pu confirmer que la femme aperçue par le témoin était bien Melissa. Il n'était pas sûr de l'endroit où elle se dirigeait, ni pourquoi. Elle n'avait aucun trouble mental ou handicap connu. Son comportement était inhabituel et préoccupant. C'était particulièrement inquiétant lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle. Les enquêteurs ont effectué une brève fouille de la zone où la femme disparue a été vue pour la dernière fois, mais ils sont revenus bredouilles. Finalement, ils ont été contraints d'abandonner leurs recherches sur le terrain et se sont résignés à attendre de nouvelles informations, des pistes ou de nouveaux signalements. Ce n'est que récemment que la famille a appris l'existence d'une piste importante et potentielle. Selon une publication faite sur la page Facebook le 28 juin, ils avaient vu un cheval attaché à un arbre dans la région de Pot Creek. Melissa était connue pour aimer les chevaux et la montagne, mais partir sans prévenir était totalement inhabituel de sa part. La famille a souligné le fait que Melissa n'a pas disparu intentionnellement et qu'il pourrait se passer quelque chose de sinistre ici. Il est également suggéré qu'elle a besoin d'un traitement médicamenteux quotidien pour un problème de santé non divulgué. Une récompense de 7 000 $ a depuis été offerte pour toute information pouvant mener à sa localisation. Et Crime Stoppers offre un supplément de 2 500 $. Les informations concernant cette personne disparue peuvent être transmises à la police d'État du Nouveau-Mexique au 505 425 6771. En ce qui concerne les crimes tels que les enlèvements, les détournements et les disparitions inexpliquées, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus dangereux au monde. C'était déjà vrai en 2018, lorsqu'une étudiante norvégienne, nommée Mari Oostvold, a décidé de voyager dans ce pays et n'est jamais rentrée chez elle. Après son arrivée à Sedgefield, dans la province du Cap-Occidental, elle faisait partie d'un groupe de touristes qui voyageait dans la région le 18 avril de cette année-là. Et le groupe devait s'enregistrer à l'auberge Afro-Vibe, près de la plage de Miol. Le groupe dira plus tard à la police que Marie a décidé d'aller se promener après qu'un couple du groupe soit parti. Mais le couple a décidé de revenir rapidement à cause d'un vent hurlant qui avait commencé à se lever. Ils ont aperçu Marie alors qu'elle était assise sur la plage, mais ils ont décidé de ne pas la déranger. Avant de quitter la plage, ils ont pris une photo de l'océan. Et c'était la dernière fois que Marie a été vue. Le dîner a été servi à 19 h, mais elle n'est pas arrivée, ce qui a suscité une certaine inquiétude au sein du groupe. Ils ont essayé d'appeler son téléphone portable, mais n'ont obtenu aucune réponse. Et, à 19 h 11, le guide touristique a informé l'Institut national de sauvetage en mer que Marie avait disparu. Une recherche a commencé environ 20 minutes plus tard, avec l'aide de chiens de recherche, de la police et de la police communautaire de Sedgefield. Mais aucune trace de Marie n'a été trouvée. La plage, l'embouchure de la rivière, les dunes et les environs ont également été fouillés, mais en vain. Le temps était devenu extrêmement mauvais et la mer était très agitée, donc on a supposé qu'elle avait pu chercher un abri à proximité. Mais plus tard dans la nuit, une paire de chaussures blanches, un chapeau blanc et un iPhone ont été retrouvés sur la plage. Les chaussures et le téléphone ont été confirmés comme appartenant à Marie. Mais le chapeau restait un mystère. Pendant des jours, des recherches ont été menées depuis les airs, en mer et sur terre, mais Marie restait introuvable. Certaines personnes ont déclaré qu'elle portait un haut blanc et un jean bleu lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, tandis que d'autres ont rapporté qu'elle était habillée d'un haut à fleurs foncées avec un pantalon noir. Faute de nouveaux indices, les recherches ont finalement été abandonnées et Marie n'a jamais été retrouvée. Si vous avez vu Marie cette nuit-là, ou si vous avez des informations pouvant permettre de la retrouver, veuillez contacter le service de police de Nisna au 044 203 6600. Quelque chose de sinistre rôdait dans la rue sombre d'Universal Avenue à Pine Bluff, Arkansas, en mai dernier. Quelque chose qui allait mener à une disparition des plus déconcertantes, ne laissant aucun indice ni aucune trace pouvant expliquer ce qui s'est passé. Le mystère a commencé lors de la nuit étrange du 13 mai à 21h00, quand une résidente locale, Janelle Brandon, a quitté le confort de la maison familiale. Elle devait se rendre chez une amie ce soir-là pour jouer aux cartes. D'après ce que les enquêteurs ont pu établir, Janelle et son amie ont passé un bon moment ce soir-là. Mais cela n'a pas duré longtemps. À 22h, juste une heure après avoir commencé une partie de cartes, la femme de 43 ans a quitté les lieux. Selon son amie qui habitait sur Universal Avenue,
Janelle est montée dans un camion blanc à caisse. Au volant se trouvait un homme inconnu, que même la famille de la femme n'a pas pu identifier. Vraisemblablement, après avoir quitté la maison de son ami, la femme devait rentrer chez elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les déplacements de Janelle pour le reste de la soirée restent inconnus. Et elle le serait, vraisemblablement, rentrée chez elle qu'à 2h moins 4 le lendemain matin. C'est à ce moment-là qu'un message est arrivé à un membre de la famille. Il a été envoyé depuis le numéro de Janelle, mais on ne sait pas si c'est vraiment elle qui l'a envoyé. Son message demandait à un membre de la famille de lui ouvrir la porte. Mais lorsqu'ils l'ont ouverte, Janelle était introuvable. Elle ne se trouvait pas dehors, et il n'y avait plus aucune voiture garée à l'extérieur. La famille a également trouvé que ce message était étrange, et ne correspondait pas au ton habituel de Janelle. Selon l'une des 3 filles de Janelle, elle n'envoie généralement pas de message en phrase complète. Elle n'aurait pas non plus envoyé de message à ce membre de la famille en particulier pour lui demander d'ouvrir la porte. Plus tard dans la journée, n'ayant pas eu de nouvelles d'elle, la famille a signalé sa disparition au service de police de Pine Bluff. Son absence était particulièrement préoccupante, étant donné que Janelle n'avait pas emporté ses médicaments en partant. On dit qu'elle souffre d'un trouble mental, pour lequel elle a besoin d'une médication régulière, et sans celle-ci, des effets secondaires graves pourraient encore plus l'empêcher de rentrer chez elle. Comme les forces de l'ordre n'ont trouvé aucun indice d'intervention criminelle, elles ont été contraintes de mener seulement quelques recherches et de faire appel au public pour obtenir des informations. La famille, cependant, n'a pas cessé sa recherche acharnée de réponses. Jour et nuit, ils ont cherché Janelle. 24 heures sur 24, sans arrêt. Ils ont arpenté les rues, mais ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait aucun indice, aucune preuve, aucun signalement, et Janelle avait complètement disparu. L'absence de témoignages était particulièrement étrange dans ce cas, étant donné les caractéristiques uniques de la femme disparue. Janelle avait un anneau au nez et des cicatrices de brûlure qui descendaient le long du côté droit de son cou et de son bras droit. Lorsqu'elle a disparu, elle a été vue pour la dernière fois portant des leggings noirs, un chemisier noir et doré et un sac à main arc-en-ciel. Le sac à main arc-en-ciel était un autre élément distinctif, qui, malgré les recherches et les appels au public, reste également étrangement introuvable. Tout comme Janelle. La femme disparue a les cheveux bruns, les yeux bruns, mesure 1,57 m et pèse 100 kg. Toute information concernant cette personne disparue peut être transmise à la ligne d'information des détectives du département de police de Pine Bluff au 8707 302 106. Les enquêteurs sont toujours perplexes quant à ce qui est arrivé à Charles Hope, âgé de 41 ans, qui a disparu à Brooksville, en Floride, depuis le 1er avril 1982. On sait qu'il s'est rendu dans un restaurant de fruits de mer ce soir-là, mais ses déplacements après cela restent un mystère. Charles, également connu sous le nom de Charlie, est né à Brooksville en 1940. Sa famille y vivait depuis longtemps et il était donc très connu dans la région environnante. Il est l'un de 6 frères et sœurs, et dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la chasse et la pêche. À l'école, il est devenu un athlète prometteur et on dit qu'il était un élève exceptionnel. Lorsqu'il avait seulement 17 ans, il a épousé une femme nommée Alice et ils ont eu 4 enfants ensemble. Pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante, il a commencé à travailler dans la construction. Mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas pour lui et a décidé d'essayer l'immobilier à la place. Il a excellé dans ce domaine et est rapidement devenu un homme d'affaires en vue dans la région. Il a été élu président de l'autorité portuaire de la vallée d'Hernando et selon tous les témoignages, il a excellé à ce poste. Le mariage de Charlie finirait par prendre fin, tout comme son deuxième, et il paraît que c'était parce qu'il était en quelque sorte un coureur de jupons. Il était connu pour être très franc, avoir un bon sens de l'humour et être gentil avec ceux qui l'entouraient. Lui et sa première femme, Alice, sont restés amis malgré l'échec de leur mariage, et on disait qu'ils étaient très proches. Cependant, en mars 1982, plusieurs de ses amis ont commencé à remarquer un changement étrange dans son comportement. À une occasion, alors qu'il était en Géorgie pour assister à la cérémonie de fin de formation militaire de son fils Scott, il a fait des déclarations inhabituelles. Il a dit à Scott que si jamais il lui arrivait quelque chose, il s'assurerait que Scott soit pris en charge. À ce moment-là, il avait un petit-fils qu'il est allé voir chez Alice le 30 mars. Alice déclara plus tard qu'il semblait réticent à partir et qu'il était remarquablement silencieux pendant la visite, pour des raisons qu'elle ignorait. Elle a ajouté qu'elle s'est inquiétée, mais qu'elle n'a pas pu comprendre ce qui le dérangeait. À un moment donné, il a dû prendre un appel téléphonique et, lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, il n'a pas voulu commenter. Le soir suivant, il a dîné au Redfish Seafood and Steakhouse, accompagné de quelques amis et de son oncle. Pendant le dîner, il a mentionné qu'il irait chez sa petite amie dès qu'ils auraient terminé, et tout au long du repas, il semblait perturbé. À un moment donné, il a dû se lever et simplement quitter le restaurant, mais personne ne l'a vu partir. C'était la dernière fois que Charlie a été vu.
On pense qu'il est parti vers 1 heure du matin. Mais l'heure exacte n'a jamais été confirmée de façon définitive. Il a laissé son verre sur la table sans le finir, ce qu'il ne ferait normalement jamais, selon ses amis. Son camion a été retrouvé abandonné devant son lieu de travail. Mais il n'est jamais arrivé pour prendre son service. Son bureau était fermé à clé, et à l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé son matériel de pêche et ses armes à feu. D'importantes recherches ont été menées, mais malgré le ratissage des bois et des marais, aucune trace de Charlie n'a été retrouvée. Après que les restes d'un autre agent immobilier ont été découverts, on a soupçonné qu'un tueur en série pouvait sévir dans la région. Mais cette théorie a finalement été écartée. Depuis, plusieurs théories ont été avancées, notamment celle selon laquelle il serait parti pour commencer une nouvelle vie, ou qu'il aurait intégré le programme de protection des témoins. Mais rien de tout cela n'a jamais été prouvé. On sait qu'il portait une chemise hawaïenne bleue lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, et il a été décrit comme ayant les cheveux gris, les yeux bleus, mesurant 1,110 m et pesant 5 livres. Toute personne ayant des informations supplémentaires sur l'affaire de Charlie est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Hernando au 352-754-6830. Son nom est Dossier 73. Hoi Kiwoo, connue sous le nom de Patricia auprès de ses amis, est née à Hong Kong, mais avec un visa étudiant, elle a déménagé à Tucson, en Arizona, où elle a obtenu un master en analytique des affaires à l'Université d'Arizona en décembre de cette année-là. C'est à l'Université de l'Arizona qu'elle allait rencontrer son mari. Après avoir obtenu leur diplôme, le couple est parti en Chine pour se marier. Après cela, ils sont retournés à Tucson, où Hoi a commencé à travailler comme assistant bénévole de recherche en laboratoire, dans l'établissement où elle avait obtenu son diplôme. D'après ce que pouvaient en dire sa famille et ses amis, la femme de 35 ans ne semblait avoir aucun problème, ni personnel, ni professionnel. Il semble qu'elle menait sa vie, heureuse et en paix. Mais le 18 avril 2025, il y a eu un changement dans le comportement de la femme. Ce jour-là, elle est sortie de la maison où elle vivait avec son mari et lui a dit qu'elle avait besoin de prendre l'air, de respirer un peu d'air frais. Hoi disparaîtrait au moment même où elle franchirait le seuil de cette maison. Elle est montée dans sa voiture et est partie, pour ne plus jamais être vue ni entendue. Dès le lendemain, elle serait signalée disparue auprès du service de police de Tucson. Seulement 2 jours après sa disparition, l'enquête allait révéler le premier indice inquiétant. C'était le Volkswagen Tiguan blanc 2019 de Hoi, qui avait été abandonné à Wendy Point, sur le mont Lemmon, situé sur la Catalina Highway. Encore plus inquiétant, son téléphone et son sac à main avaient été laissés à l'intérieur de la voiture. Mais Hoi était introuvable. Pendant les 6 jours suivants, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération de recherche dans la zone de Windy Point, mais n'ont trouvé aucun indice supplémentaire pouvant mener à la localisation de la femme disparue. Selon le bureau du shérif du comté de Pima, rien n'indiquait un acte criminel, et rien ne les a menés à soupçonner qu'un crime avait eu lieu. En fait, il n'y avait aucun indice permettant d'indiquer quoi que ce soit. Depuis lors, la police analyse le téléphone et l'ordinateur portable de Hoi dans l'espoir de découvrir quelque chose qui pourrait enfin résoudre le mystère. Hoi a été vue pour la dernière fois portant un pantalon de pyjama et un haut noir lorsqu'elle a quitté la maison. Toute information ou tout signalement peut être communiqué au bureau du shérif du comté de Pima, qui est le service chargé de l'enquête, et ils sont joignables au 520 351 4900. En 1986, Joyce Walcott, âgée de 19 ans, avait connu une série de malchances extraordinaires. Mais elle a décidé de reprendre sa vie en main en cherchant un bon emploi, et elle était en train de le faire lorsqu'elle a soudainement disparu. Joyce, qui était l'une des 5 enfants, a perdu son père quand elle avait 9 ans, et le reste de la famille a ensuite déménagé à Farmington, au Nouveau-Mexique. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était pas heureuse là-bas. Et en 1985, elle a décidé de prendre son indépendance. Elle a déménagé à Reseda, en Californie, où elle a vécu avec sa tante Irene et son cousin Jason. Elle s'est inscrite au lycée de Reseda, où elle prévoyait d'obtenir son diplôme, mais elle a ensuite été impliquée dans 2 accidents de voiture en tant que passagère, ce qui a retardé ses projets. Au début, il semblait qu'elle n'avait pas subi de blessures graves, mais il a été déterminé plus tard qu'elle pourrait avoir souffert d'une séparation entre sa colonne vertébrale et son crâne. Elle a subi une opération, mais elle avait du mal à se concentrer pendant ses cours à cause de la minerve encombrante qu'elle devait porter. Elle a ensuite commencé à sortir avec Scott Noon, qui vivait dans le même complexe d'appartements. Elle a décidé d'emménager avec lui et son frère en mars de cette année-là, et a choisi de se créer sa propre chance en cherchant un emploi. Elle a récupéré de nombreux formulaires de candidature et a postulé dans des magasins et des entreprises du quartier. Le 29 avril, Joyce, la sœur de Noon et la petite amie de son frère, ont quitté l'appartement pour déposer quelques candidatures. On sait qu'elle s'est rendue dans un 7-Eleven,
au Vons Market et au Winchells Donut House, tous situés sur Sheraton Way. Ses compagnons l'ont attendue au Winchells pendant qu'elle déposait une candidature dans un magasin Savons à côté, mais elle n'est jamais revenue. Noon est rentré chez lui cet après-midi-là pour apprendre que Joyce avait disparu. Il a déposé un signalement de disparition, mais on leur a dit à tort d'attendre 24 heures. Une enquête a finalement été ouverte le lendemain, mais encore une fois, le service de police de West Valley semblait ne pas s'y intéresser. Ils ont supposé que Joyce avait simplement décidé de quitter la région de son propre gré, malgré le fait qu'on leur ait dit que cela ne pouvait pas être le cas. La police a finalement commencé à mener des entretiens. Mais c'était à Noon et à son frère de distribuer des tracts contenant les détails de l'affaire. Il sera révélé plus tard que des témoins avaient vu Joyce assise sur un banc d'arrêt de bus en train de pleurer, et un autre a rapporté l'avoir vue travailler comme serveuse dans un restaurant à Encino. Aucune nouvelle piste n'a été trouvée depuis, et la famille de Joyce a rendu sa description publique. Elle a de longs cheveux auburn, les yeux marrons, mesure 1,60 m et pèse 48 kg à l'époque. Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un pull en coton à rayures bleues et blanches, un jean bleu, une ceinture blanche et des chaussures blanches. Elle portait également une montre Timex à affichage LCD, ainsi qu'un collier en métal jaune avec un pendentif licorne. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où se trouve Joyce est priée de contacter le département de police de Los Angeles au 213-485-2806. Son nom est dossier 6-3. Sudiksha Konanki est venue au monde en décembre 2004. 2 ans plus tard, elle a obtenu le statut de résidente permanente aux États-Unis et a résidé à South Riding, en Virginie. À la fin de son adolescence, elle obtiendrait son diplôme du lycée Thomas Jefferson de sciences et technologies dans le nord de la Virginie. Par la suite, elle s'est inscrite à l'université de Pittsburgh où elle suivait un cursus pré-médical. En 2025, elle était encore en train d'étudier lorsque 3 mois après le début de l'année, elle a décidé de faire une courte pause. C'était le 3 mars, lorsque la jeune femme de 20 ans et 5 étudiantes qui fréquentaient l'université avec elle sont arrivées à Punta Cana, en République dominicaine. Elles ont réservé à l'hôtel Riu Republica, où elles allaient séjourner pendant toute la durée de leur voyage. Mais ce n'est que quelques jours après le début de leur voyage qu'un mystère persistant allait bientôt se dévoiler, à partir de 3 heures du matin, le 6 mars. Sudiksha et ses amis ont rencontré 2 étudiants masculins, dont l'un était Joshua Ribb, âgé de 22 ans, originaire de l'Iowa. Le groupe a décidé d'aller dans un bar local, où ils ont bu jusqu'à ce que quelqu'un propose d'aller à la plage. Vers 4h00 du matin, Sudiksha a été vu marchant bras dessus bras dessous avec Joshua, alors que le groupe se dirigeait vers la plage voisine. 45 minutes plus tard, seules 5 femmes et un homme seraient vus quittant la plage. Sudiksha et Joshua manquaient à l'appel dans le groupe. Quelques heures plus tard, Joshua a été aperçu quittant la zone sans la jeune étudiante. Un ami s'est ensuite renseigné sur sa localisation et à 16h, ce jour-là, un signalement pour disparition a été déposé. L'enquête initiale a conduit à une fouille de la plage qui a permis de découvrir les vêtements de Sudiksha abandonnés sur un transat de plage pliant. Les amis ont été convoqués pour être interrogés alors que la police tentait désespérément de reconstituer les faits. Joshua, qui n'est pas considéré comme un suspect dans l'affaire, a fait des déclarations sur les déplacements des deux après le départ de leur groupe d'amis, et les détails sont incroyablement bouleversants. Il a allégué que, alors qu'ils étaient ensemble à la plage, les deux se sont dirigés vers l'eau où ils sont restés debout avec de l'eau jusqu'aux genoux. Soudainement, selon lui, une grosse vague s'est précipitée vers eux, attrapant Sudiksha et l'entraînant au large. Il a essayé de l'attraper et aurait pu la sauver s'il n'aurait pas été sous l'emprise de l'alcool. Après avoir perdu la trace de la femme, Joshua est tombé malade et a fini par s'évanouir sur la plage. Il s'est réveillé plusieurs fois. Des heures plus tard, il avait très peu de souvenirs de ce qui s'était passé. Il ne se rappellerait les événements pénibles du petit matin que lorsqu'un ami lui demanderait où se trouvait la femme disparue. Sudiksha n'a plus été vu ni entendu depuis. Aucune personne correspondant à sa description n'a été retrouvée rejetée sur le rivage, et personne n'a signalé l'avoir vue depuis. Sudiksha a été vue pour la dernière fois portant un bikini marron, de grandes boucles d'oreilles rondes, une chevillère en métal de créateur, des bracelets en acier et un bracelet multicolore en perles. Depuis, sa famille a demandé à la police nationale de la République dominicaine de la déclarer simplement décédée. La disparition de Scott Hilbert, âgé de 18 ans, est classée comme disparition dans des circonstances suspectes, car plusieurs indices troublants ont été découverts au cours de l'enquête. Mais aucun n'a permis aux enquêteurs de retrouver sa trace. Scott est né en 1969, et après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires,
Il a commencé à étudier les percussions à l'Université d'État de Morehead, dans le Kentucky, où il était en première année. Pendant les vacances de printemps de 1988, il a décidé de retourner chez sa famille à Milford, dans l'Ohio, pour passer un peu de temps avec ses parents. On sait qu'il était encore là le 13 mars, puisqu'il a laissé un mot sur le réfrigérateur, indiquant qu'il était parti rendre visite à un ami à l'Université d'État de l'Ohio. Le mot se terminait par ces mots. « Je reviendrai plus tard. Je vous aime, Scott ». Ses parents avaient toutes les raisons de croire qu'il le reverrait avant le 21 de ce mois, puisqu'il était censé reprendre les cours ce jour-là. Mais il n'est pas revenu, et ne les a pas contactés pour leur donner de nouvelles sur l'endroit où il se trouvait. Le campus se trouve à environ 1h30 de la maison, et il s'y est rendu avec la voiture familiale, une Ford Tempo noire de 1984. Lorsqu'il ne s'est pas présenté à ses cours, ses parents ont commencé à s'inquiéter, et ils ont signalé sa disparition à la police. À ce moment-là, il était parti depuis 8 jours, ce qui laissait beaucoup d'incertitudes aux enquêteurs. Ils n'avaient aucune idée de la personne avec qui il avait passé du temps pendant son absence, et au début, aucune trace de Scott n'a été trouvée. Les recherches n'ont donné aucun indice. Mais quelques semaines plus tard, le 1er avril, la voiture de la famille a été retrouvée, dans la région sauvage des montagnes Beaver Dam, en Arizona, à 2700 km de là. Les 2 plaques d'immatriculation manquaient et n'ont jamais été retrouvées. Les enquêteurs pensent que quelqu'un a essayé de pousser la voiture du haut d'une falaise voisine, mais a abandonné l'idée lorsque la voiture s'est retrouvée coincée contre un arbre. Au sol près du véhicule, ils ont trouvé la clé de la chambre universitaire de Scott, une clé en croix, du shampoing et une lame provenant de la cuisine de sa famille. Sa valise contenant ses vêtements et certains de ses effets personnels manquaient, et elle n'a jamais été retrouvée. Sa famille n'a également pas pu expliquer pourquoi il avait la lame avec lui. À l'intérieur de la voiture, ils ont trouvé un annuaire téléphonique de Californie et un carnet d'allumettes provenant d'un restaurant de Denver. On pense que ces 2 objets appartenaient à la personne qui a tenté de pousser la voiture du haut de la falaise. Et bien qu'un ensemble d'empreintes digitales non identifiées ait été retrouvé sur la voiture, il n'a jamais été déterminé à qui elles appartenaient. On sait que la voiture a parcouru 3800 miles depuis le jour où Scott a disparu, bien qu'elle ait été retrouvée à 1700 miles de la maison familiale. Scott a les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure environ 1,83 m et pesait environ 68 kg lorsqu'il a disparu. Toute personne ayant des informations utiles sur son cas est priée de contacter le service de police de Union Township au 513-752-1230. Le numéro de dossier de Scott est MP 7926. Cannon Sullenberger était un entraîneur personnel qui possédait Body Design Fitness. C'était une personne fiable, selon tous ceux qui le connaissaient, et partir sans prévenir était considéré comme inhabituel de sa part. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Sauf que Cannon ne voulait pas vraiment partir. Il a complètement disparu, sans aucun indice permettant de répondre à la question de ce qui lui est arrivé. C'était le 16 février 2025, lorsque Cannon, qui avait alors 51 ans, a été vu pour la dernière fois à Comus. Lorsque sa famille, ses amis, ses clients et son entreprise sont restés sans nouvelles de lui, ils ont signalé la situation à la police, qui a effectué une visite de contrôle à l'appartement. La police a trouvé l'appartement vide, à l'exception de 3 chiens qui avaient été laissés sur place. L'inquiétude a commencé à grandir après cette découverte. Cannon adorait ses chiens et ne les aurait jamais abandonnés de son plein gré. Même ainsi, la police ne trouverait aucune preuve d'un acte criminel. Un détective privé, engagé par la famille, a établi qu'il aurait pu disparaître entre la fin de soirée du 16e et le début de la matinée du 17e. Les circonstances entourant la disparition restent cependant floues et inquiétantes. Les autorités ont fait appel aux unités canines pour aider dans l'enquête. À 2 reprises, les chiens ont conduit leur maître jusqu'à la porte sud du complexe d'appartements et se sont arrêtés en plein milieu du parking de Peace Health. Ici, l'odeur de Cannon semble se dissiper, ce qui indique qu'il a peut-être monté dans une voiture et disparu. Malgré une fouille minutieuse des commerces environnants, aucune image de vidéosurveillance n'a permis de révéler les déplacements ultérieurs de l'homme disparu. Depuis la disparition, la famille et les amis distribuent des affiches dans la région, appelant le public à fournir toute information pouvant révéler où se trouve Cannon. Un ancien client a déclaré que si la communauté perdait Cannon, elle perdrait un trésor, soulignant à quel point il était important et connu des habitants de Comus. Les informations concernant cette affaire étrange peuvent être transmises au service de police de Vancouver, Washington, au 360-487-7400. Cela fait 28 ans que Susan Lyle, mieux connue de ses amis et de sa famille sous le nom de Suzy, a été vue pour la dernière fois. Et son affaire continue de dérouter les enquêteurs à Albany
New York. Susie est née à Saratoga Springs, dans l'État de New York. Elle avait 2 frères et sœurs plus âgés et a passé la majeure partie de son enfance dans la région de Ballston Spa, où elle a fréquenté le lycée. C'était une élève exceptionnellement brillante qui a obtenu son diplôme avec mention en 1996. Par la suite, elle s'est inscrite à l'Université d'État de New York pour commencer des études en informatique. Elle et son petit ami Richard Condon se sont rencontrés et ont commencé à sortir ensemble alors qu'ils étaient encore au lycée. Mais ils ont fréquenté des universités différentes. Au moment de sa disparition, Susie vivait dans le dortoir Colonial Quad de l'université. Et pour gagner un peu d'argent afin de payer ses frais de scolarité, elle avait commencé à travailler dans un magasin de logiciels informatiques appelé Babbage's à Troy. Le magasin se trouvait dans le centre commercial Crossgates, situé à Westmere et Guilderland, à l'ouest du campus de Susie. Sa mère a déclaré à la police que Susie l'avait appelé le 1er mars 1998 pour lui dire qu'elle commençait à manquer d'argent. Sa mère lui a proposé de lui prêter un peu d'argent, mais Susie a ajouté qu'elle attendait bientôt son prochain salaire et qu'elle irait bien jusque-là. Le lendemain matin, elle a passé un examen de mi-session, après quoi elle a été vue dans plusieurs de ses cours qui se sont terminés à 16 heures. Elle est ensuite partie travailler chez Babbage et a terminé son service à 21 heures. On sait qu'elle a quitté le magasin 20 minutes après sa fermeture. Et comme d'habitude, elle a ensuite pris un bus de la Capital District Transportation Authority et est retournée à son dortoir. Elle a été vue par l'un de ses camarades de classe en train de descendre du bus à l'arrêt Collins Circle vers 21h45. Elle aurait alors eu environ 3 minutes de marche jusqu'à son dortoir. Mais elle n'y est jamais arrivée. Et elle n'a plus été vue depuis. Richard s'est inquiété lorsqu'il n'a pas pu retrouver Susie le lendemain. Et quand on lui a dit qu'elle n'était jamais revenue au dortoir, il a contacté les parents de Susie. Ils ont contacté la police du campus, mais on leur a dit que les étudiants s'absentaient parfois de leur chambre et qu'elle reviendrait probablement bientôt. Mais les événements ont alors pris une tournure sinistre. Le lendemain, quelqu'un a retiré 20 $ de son compte en utilisant un distributeur automatique dans une supérette de la région d'Albany. On sait que cela a été fait vers 16 heures. Mais la caméra du magasin, pour une raison inconnue, ne couvrait pas la zone où se trouvait le distributeur automatique. On ignore donc qui a utilisé sa carte bancaire. Lorsqu'il a été interrogé, Richard a déclaré que seul lui et Susie connaissaient son code PIN. Et ce n'est qu'après que son alibi a été confirmé qu'il n'a plus été considéré comme suspect. Il était chez un ami, en train de jouer à des jeux vidéo, lorsque Susie a disparu. Mais il a ensuite refusé de passer un test au détecteur de mensonges et a complètement cessé de coopérer avec les enquêteurs. Il s'est ensuite avéré que Susie avait essayé de rompre avec Richard, mais il s'est mis à pleurer, alors elle a changé d'avis. En juin de cette année-là, le badge d'employé de Susie chez Babbage's a été retrouvé sur un parking à côté de Collins Circle. Mais il n'a jamais été déterminé si elle l'avait perdu cette nuit-là, car il était périmé. De plus, le chauffeur de bus qui l'a vu cette nuit-là n'a pas pu affirmer avec certitude si elle était descendue à Collins Circle. L'un de ses collègues de chez Babbage's a rapporté que Susie se plaignait depuis un mois d'être suivie, mais elle n'a jamais précisé par qui, ni pourquoi elle le pensait. Une récompense de 20 000 $ est offerte pour toute information permettant de retrouver Susie. Elle est décrite comme ayant les cheveux châtain clair, les yeux bleus, mesurant 1,60 m et pesant 77 kg. Elle a une tache de naissance sur le mollet gauche et une cicatrice sur le pied gauche. Elle a été vue pour la dernière fois portant un long trench noir, un t-shirt noir et un jean bleu. Toute personne pouvant aider à résoudre l'affaire de Susie doit contacter la police de l'État de New York au 519-783. La date a été fixée, les plans ont été faits, le lieu de rendez-vous avait été convenu, mais quelqu'un ne s'est pas présenté. Remplaçant l'excitation qui accompagnait les plans de la journée, un sentiment intuitif d'appréhension s'est installé. Nous l'avons tous vécu à un moment donné. Quelqu'un, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un animal de compagnie, n'est pas arrivé à l'heure ou comme prévu. Immédiatement, nous imaginons le pire. C'est précisément ce sentiment intuitif d'effroi qui allait envahir la famille Collins lorsqu'un membre essentiel de leur groupe ne s'est pas présenté à leur sortie de chasse au canard prévue. C'était au petit matin du 7 janvier 2025, lorsque Thomas Duncan Collins a été aperçu dans un magasin situé au 3107 Highway 72 West, à Corinth, Mississippi. C'est ici que se trouve le Morris Chrome Tire Center, et juste en face de l'établissement se trouve l'ancien Bull Market, équipé de ses caméras de sécurité, qui allaient finalement ne révéler qu'une partie des déplacements de Thomas ce jour-là. Il était environ 5h37 ce matin-là, lorsque l'homme aux cheveux roux, qui mesurait 2,13 m, est entré dans le magasin. Il portait un short, un sweat à capuche léger et, chose inhabituelle, était pieds nus. C'était comme s'il avait quitté son domicile précipitamment, oubliant de mettre des chaussures ou des vêtements appropriés. De façon troublante, il a levé les yeux dans la caméra, les mains jointes devant sa poitrine.
Certains disent qu'il priait, et d'autres pensent qu'il appelait à l'aide. Le vendeur du magasin offrit à l'homme de 38 ans une boisson, ainsi qu'un manteau et une chemise noire avec des inscriptions jaunes. Thomas rechargerait également son téléphone ici pendant seulement 10 minutes. À 5h50 du matin, il quitta le magasin précipitamment, à pied, sans donner la moindre indication sur l'endroit où il se rendait. C'est au moment où il a quitté les magasins que le mystère commence. Parce que ce serait la dernière fois que quelqu'un verrait ou entendrait parler de Thomas Collins. Il ne s'est jamais présenté pour la partie de chasse prévue ce jour-là, suscitant immédiatement l'inquiétude et un sentiment d'angoisse. Inquiets, ils ont essayé à plusieurs reprises de le contacter, mais n'ont reçu aucune réponse. Finalement, l'écho de cette voix désincarnée sur la messagerie vocale est devenu trop difficile à supporter, et au matin, la famille allait le déclarer disparu. L'enquête a commencé par une vérification, pour s'assurer de son bien-être. Les policiers se sont rendus à la maison, où ils ont trouvé le camion de Thomas, toujours garé sur Matisse Road, là où il passait la nuit, chez sa petite amie. La présence du camion soulevait une autre question. Pourquoi serait-il parti à pied de la maison? La question pourrait trouver une réponse dans ce qui s'est passé juste avant le moment où l'homme disparu a été vu pour la dernière fois. Apparemment, lui et sa petite amie se seraient disputés ce matin-là à propos de quelque chose d'inconnu. La dispute a poussé Thomas à partir, partiellement vêtu et seulement avec son téléphone sur lui. Il s'est rendu à l'épicerie où il a été aperçu par les caméras de sécurité, puis il est parti, s'aventurant dans l'inconnu. Lorsque la nouvelle de la disparition a commencé à circuler dans la communauté, un autre signalement possible a été signalé. Quelqu'un a affirmé l'avoir vu vers 10h30 ce jour-là, marchant en direction de Pickwick. Cependant, ce signalement n'a jamais été confirmé. Thomas Duncan Collins n'a plus été vu ni entendu depuis le 7 janvier. Il avait une longue barbe au moment de sa disparition et il a été vu pour la dernière fois portant un sweat à capuche bleue, une doudoune noire, un bonnet vert, un short multicolore et un t-shirt noir avec une écriture jaune qu'il a enroulé autour de ses jambes. Les informations peuvent être transmises au service de police de Corinthe au 662 286 3377. Benjamin Rosland avait 19 ans lorsqu'il a apparemment disparu dans la nature, et à ce jour, personne n'a pu comprendre où il est allé, ni ce qui lui est arrivé. Benjamin est originaire du boulevard Perishing, à Clinton, dans l'Iowa, où il vivait avec ses parents dans le secteur du numéro 900 de ce boulevard. Au moment de sa disparition, en 2007, il cherchait à poursuivre ses études et avait commencé à suivre des cours au Clinton Community College. Cependant, ses projets ont dû être mis entre parenthèses pendant un certain temps lorsqu'il a été impliqué dans un grave accident de voiture le 29 novembre de cette année-là. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont été stupéfaits par l'état du véhicule et n'ont pas pu extraire Benjamin de l'épave. Par conséquent, ils ont utilisé les pinces de désincarcération pour découper le véhicule afin qu'il puisse être pris en charge. Une fois stabilisé, il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital à Iowa City, où il a reçu des soins supplémentaires pour de graves blessures à la tête. Au cours de l'enquête qui a suivi l'accident, au cours duquel une autre personne a également été grièvement blessée, il a été révélé que le permis de Benjamin avait expiré et il a été arrêté. Il a été inculpé pour ne pas s'être arrêté et pour conduite sans permis de conduire, et une date a été fixée pour son audience. Mais Benjamin n'a jamais eu la chance de défendre sa cause, car il a disparu après avoir payé 5 000 $ pour obtenir un avocat. Après qu'il ait été signalé comme disparu, sa famille a dit à la police qu'il ne chercherait jamais simplement à échapper aux accusations portées contre lui, et qu'il les aurait informés si sa disparition avait été intentionnelle. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à 10h25, le 8 février 2008. Il avait rendu visite à un de ses amis qui habitait au niveau du 400 de la 10e avenue, également à Clinton. Pendant qu'il était là, il a décidé d'aller à pied jusqu'à un magasin Hy-Vee de l'autre côté de la rue pour acheter de quoi grignoter, mais il n'est jamais revenu. Lorsque les images de vidéosurveillance des environs du magasin ont été vérifiées, elles ne montraient aucune trace de Benjamin, ce qui suggère qu'il lui est arrivé quelque chose alors qu'il traversait la rue. Lors d'une opération de recherche organisée, la police a retrouvé une des chaussures de Benjamin dans la cour d'une maison vide, située à l'angle de la 13e avenue Sud et de la 3e rue. Son autre chaussure a été retrouvée peu de temps après, du côté est de cette même rue. Les enquêteurs ont surveillé de près son compte bancaire et l'activité de son téléphone portable, mais aucun des deux n'a été utilisé depuis le jour de sa disparition. Son compte d'épargne contient ce que la police a décrit comme une somme d'argent importante qui n'a pas été touchée. Lorsqu'il a disparu, il n'avait pas beaucoup d'argent liquide sur lui et il n'a pas quitté la région avec son propre véhicule puisqu'il n'en possédait pas. Rien d'autre n'a été trouvé et les enquêteurs ont demandé au public de rester vigilants au cas où ils apercevraient Benjamin ou tout élément lié à sa disparition. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns et les yeux bleus, mesurant 1,80 m et pesant 5 livres.
Il a plusieurs cicatrices sur le visage à cause de l'accident de voiture, et une autre sur le côté gauche de la poitrine. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, il portait un polo marron, une salopette camouflage, un jean bleu et des chaussures marron. Toute personne ayant des informations pouvant aider à résoudre l'affaire de Benjamin doit contacter le service de police de Clinton au 563-243-1548 en mentionnant le numéro de dossier de l'agence CL 08 00 0580 ou Crime Stoppers au 309 76 29 500. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Ty Notts et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.